Bonjour, donc la dernière fois nous avions tenté de réfléchir sur ce que pouvait être une définition de la science avec peu de succès, à dire vrai. Nous avions surtout tenté d'esquisser à quel point il était difficile de définir, mais peut-être aussi d'ailleurs à quel point il est parfois nuisible de définir, et nous en étions venus à la conclusion que peut-être la meilleure façon de voir la pratique scientifique est de la comprendre comme une tension entre une grande liberté créative qui est conférée aux scientifiques, mais par ailleurs une immense contrainte qui provient bien sûr de la factualité du réel, qui n'est pas négociable et qui s'impose à nous. Je crois que nous pourrions maintenant nous interroger plus en détail sur le rapport entre science et vérité. La vérité, c'est un maître concept. Mais est-ce d'ailleurs, en vérité, un concept? Quelle est la vérité de la vérité? Et d'ailleurs, de quelle vérité s'agit-il? Je crois qu'il faut être sérieux. Nous avons tous la vérité à la boutonnière. Chacun, et c'est bien normal, défend son rapport fondamental, son rapport viscéral à la vérité. Mais à quoi fait-on en réalité allégeance? Telle est la question. La vérité, qu'on le veuille ou non, est multiple. S'agit-il de vérité positiviste, comprise, disons, comme un rapport du sujet à l'objet, de vérité idéaliste, comprise comme définition quasi performative du vrai par le sujet connaissant, ou s'agit-il de vérité pragmatiste, disons comme économie du sujet connaissant? Les stoïciens opéraient une distinction très intéressante entre la vérité et le vrai, c'est-à-dire entre le substantif et l'adjectif substantivé, entre aletheia et to aletes en grec. Cette distinction est fondamentale parce que le vrai tirait en quelque sorte vers l'acception usuelle, c'est-à-dire le rapport entre l'énoncé et l'état de choses. Tandis que la vérité était davantage une anamnèse, elle avait rapport à la mémoire. C'est d'ailleurs le sens de aletheia. Le fleuve Léthé était celui dans lequel on trempait les âmes pour qu'elles oublient après avoir contemplé les vérités éternelles. Aletheia, c'est donc refuser ce passage par l'oubli du fleuve Léthé, c'est retrouver donc la vérité en tant que mémoire de ce que nous avons pu observer de ces formes intangibles. C'était avant tout une pratique initiatique. Le sens de vérité a manifestement évolué. Et ce à quoi nous référons aujourd'hui n'est pas la vérité d'Hésiode ou d'Homère. Nietzsche, par exemple, pour citer le plus subversif de ceux qui se sont intéressés à la vérité, écrivait « Qu'est-ce donc que la vérité ? Une multitude mouvante de métaphores, de métonymies, d'anthropomorphismes. Bref, une somme de relations humaines qui ont été rehaussées, transposées et ornées par la poésie et la rhétorique et qui, après un long usage, paraissent établies, canoniques et contraignantes aux yeux du peuple. Les vérités sont des illusions dont on a oublié qu'elles le sont, des métaphores usées qui ont perdu leur force sensible. Il ne s'agit pas pour moi, naturellement, d'en rester à cette définition désabusée et d'abandonner la vérité. Il ne saurait en être question. Mais il faut interroger la vérité avec sérieux. Nous ne sommes plus dans cette vérité cosmo-théologique des grands poètes grecs. Mais sommes-nous dans la vérité correspondantiste? Sommes-nous dans la vérité pragmatique? Où en sommes-nous avec la vérité? La vérité est à la fois ce qui permet de définir la démarche, mais est aussi ce qui ne peut être que défini par la démarche. Tout est là. Thomas d'Aquin définissait la vérité comme l'adéquation de la pensée et des choses. La tradition n'a cessé d'affronter cette proposition. Le débat est toujours d'une manière ou d'une autre lié à l'articulation entre ce qu'on pourrait d'une part nommer la vérité ontologique, veritas in essenda, et la vérité logique, veritas in cognoscendo. Je dirais que le XXe siècle,
a à la fois prolongé ce débat et l'a profondément infléchi. Questions pragmatiques, sémantiques, extrinsèques, intrinsèques, historiques, existentialistes. D'une part, peut-être une tradition qu'on pourrait appeler Leibniz, Berkeley, Hegel, vision idéaliste, dans lequel la vérité ne peut se déployer que dans une forme de retour à la totalité, et d'autre part, un courant de pensée suggéré par Carnap, qui insiste avant tout sur la cohérence et la compatibilité avec le corpus. La pensée, digne de ce nom, celle qui nous intéresse, ne transige pas avec la vérité. Même les postures, souvent injustement qualifiées de relativistes, ne touchent presque jamais à la dimension à l'éthique du problème, c'est-à-dire liée à la vérité. Ou quand elles le font essentiellement d'un point de vue logique, mais sans jamais négliger le danger associé à la dimension éthique. Je crois que la vérité se tient, si l'on peut dire, à la bordure. Elle encadre le champ des possibles, elle circonscrit l'espace discursif. Elle est en quelque sorte la limite à ne pas franchir. Respecter la vérité, c'est la règle de notre jeu, qu'il soit philosophique ou scientifique, naturellement. Tout compromis virerait à la compromission. Le problème, c'est que la vérité, bien sûr, c'est aussi inévitablement un produit du système au sein de laquelle on l'évalue. Par exemple, la proposition « mon téléphone est dans ma main » est vraie, il est uniquement dans ma main. Mais la proposition « mon téléphone s'étend jusqu'à la bibliothèque qui se trouve de part et d'autre de moi » est vraie aussi si dans le concept de téléphone j'inclus le champ électromagnétique qu'il rayonne, ce qui est tout à fait légitime. La proposition « le Soleil est à 150 millions de kilomètres de la Terre » est vraie. Nous sommes à 150 millions de kilomètres du Soleil. Mais la proposition antagoniste « nous sommes à l'intérieur du Soleil » est vraie aussi. Si par Soleil, j'entends le vent de particules qu'il émet et qui, effectivement, sont une définition possible du Soleil. Les vérités sont essentiellement bien définies dès lors que nous avons suffisamment spécifié les termes. Mais les systèmes scientifiques, philosophiques, littéraires, mythiques, sont toujours relativement lâches. Par conséquent, la référence incantatoire à la vérité est évidemment nécessaire s'il s'agit de combattre le mensonge. Qui pourrait le nier? Mais est également un danger si on ne prend pas soin, un soin obsessionnel, à tenter de définir en détail le type de vérité dont il est question, parce que, c'est le point que je veux ici souligner, la vérité ne va pas d'elle-même. La vérité est une chose subtile. Nelson Goodman, philosophe analytique américain, donne un exemple trivial mais parlant. On demande à un adjudant d'exécuter ce prisonnier s'il bouge, ne serait-ce qu'un peu. Et le militaire tue immédiatement le prisonnier qui pourtant était au repos. Et il argumente. Mais notre planète en ce moment se déplace très vite par rapport au Soleil. Oui, il bougeait par rapport au Soleil. Il ne bougeait pas par rapport à la grange. Autrement dit, l'exemple est caricatural naturellement. Il montre que c'était une mésinterprétation de l'ordre donné. Mais référer à la vérité pure ne fonctionne pas. La vérité demande une interprétation. Ça ne signifie pas qu'il faut y renoncer, je le dis une fois de plus. Personne ne pourrait vivre sans recours à la vérité et on imagine les pires dérives. Mais il faut être sérieux, c'est-à-dire oser faire fonctionner ce concept, le déconstruire au sens déridien, pas le détruire, surtout pas le détruire, mais l'interroger pour le reconstruire de la manière qui fait sens par rapport à notre horizon d'attente. Je crois important de rappeler que la science ne touche pas le réel en lui-même. Elle est un mode d'affrontement du réel. D'ailleurs, j'irais jusqu'à dire que je ne suis pas certain que le réel en soi existe. Quel sens aurait le réel en soi? Ne s'agit-il pas en réalité d'un signifiant sans signifier? Ne s'agit-il pas d'un monde vide? Peut-on penser quelque chose indépendamment d'un axe particulier pour l'appréhender? La science est une coupe dans le réel. Elle est une manière de se frotter au réel. Ce n'est pas la seule. Les arts sont autant de manières d'affronter le réel.
Les arts fonctionnent aussi de façon gnoséologique, elles ont aussi une dimension de connaissance et de compréhension, qui n'est pas la même. Je ne dis pas que la science est un art, mais je propose qu'il n'y a pas de hiérarchie dans nos manières de tenter de donner du sens et de créer des systèmes symboliques à partir du monde qui nous entoure. D'ailleurs, si j'évoque les systèmes symboliques, c'est peut-être le moment de référer un peu plus en détail à Nelson Goodman qui va nous guider dans cette réflexion. Nelson Goodman, donc un philosophe contemporain, décédé il y a quelques années seulement, professeur à Harvard, est un homme qui proposait de considérer la science comme une manière, parmi d'autres, de faire un monde. C'est une belle manière de le dire. Non pas de découvrir le monde, mais de construire un monde. La pensée a évolué, disons, de la découverte de l'anchois du réel vers la découverte des concepts, de la découverte des concepts vers la découverte de la conscience, de la découverte des consciences vers la découverte des symboles. C'est ce qui intéresse Goodman. Considérer nos différents champs de pensée comme autant de systèmes symboliques. La science est effectivement un système symbolique, comme l'art, comme la littérature, comme la musique, comme la poésie. Mais attention, attention, ce n'est pas un nihilisme. On pourrait croire que dans le système de Goodman, qui est un relativisme, tout est possible, tout se vaut, et que les postures les plus arbitraires sont bienvenues. Pas du tout. L'exigence est omniprésente, parce que faire un monde est une activité à risque. D'ailleurs, nous en sommes les témoins, l'histoire regorge de mondes immondes, si l'on peut dire. Faire un monde exige raison et responsabilité. Faire un monde cohérent est une activité extraordinairement difficile. Considérer la science comme un monde cohérent parmi d'autres, à mon sens, n'est pas du tout lui faire offense. Au contraire, c'est reconnaître aux scientifiques une capacité de création que d'autres lui dénient, mais c'est aussi lui donner le droit à n'être pas le seul dépositaire du réel. Le monde ne se révèle pas qu'à travers de ce prisme particulier. Alors bien sûr, la vérité, chacun la chérit. Il faut la vérité, ce serait en quelque sorte le mot d'ordre. Magritte disait « les mots sont toujours des mots d'ordre » parce qu'ils nous obligent à penser dans des catégories données. Ce que d'ailleurs Benveniste va reprendre et Derrida va interroger dans le supplément de Copule. La science, certains la définissent de cette manière. Ce serait finalement l'accès à la vérité. Je crois que cette façon de voir est très naïve. Elle est très naïve parce que si la science relève d'un dévoilement, alors l'art est tout aussi légitime de ce point de vue. L'art est bien évidemment lui aussi poreux au réel. Il ne se prend pas lui-même comme seul et unique objet. De plus, comme le dit Nelson Goodman, la vérité c'est trop ou trop peu. Pourquoi c'est trop ? Parce que l'immense majorité des vérités sont triviales. Nous ne voulons pas les connaître. On s'en fiche. La plupart des vérités n'ont absolument aucun sens par rapport à nos préoccupations. Toute la vérité ? Heureusement pas. Mais rien que la vérité, ça ne serait pas assez. Pourquoi ça ne serait pas assez ? Parce qu'il y a des mondes où la vérité ne fait pas sens. Qu'est-ce que la vérité dans une symphonie de Beethoven ? Qu'est-ce que la vérité dans le vol d'une mouche ? Les fées, les alexandrins, les demi-tons et les quarks ne vivent pas dans le même monde pour Nelson Goodman. Dans certains mondes, la vérité est un genre pertinent. Dans d'autres mondes, peut-être faut-il recourir à une catégorie plus générale, mais non moins contraignante. Aucun laxisme. L'exigence de rigueur demeure. Par exemple, la correction, l'adéquation, le fitting en anglais. Je crois qu'il faut évidemment se plier à la vérité. Il n'est pas question, pas un instant, de faire l'éloge du mensonge. Mais il faut se rendre compte que cette catégorie est aussi quelque chose que nous contribuons à construire sous contrainte, et que peut-être elle n'est pas le seul et unique régulateur. Dans les mondes où la vérité est correcte, ne transigeons jamais avec elle.
On imagine par exemple dans le champ de la narration historique les pires déviations possibles, qui deviendraient des déviances, révisionnisme, négationnisme. Il n'est pas question d'accepter ce genre de choses. Et ils doivent être combattus, sans relâche. C'est une évidence. Mais, dans d'autres domaines, le concept de vérité peut lui aussi s'avérer être violent parce qu'il enclôt le champ des possibles et interdit certaines voies d'exploration, ou tout du moins les contraint, de manière à ne pas autoriser les libertés qui permettent l'émergence de nouvelles pensées. Il est usuel d'entendre objecter, pour réhabiliter, dirais-je, une sorte de lien entre la science et la vérité, que je suis en train de tenter de déconstruire, que, après la civilisation humaine, nos œuvres d'art, pure construction sociale dans cette vision naïve, disparaîtront, tandis que le mouvement des planètes et des galaxies, lui, perdurera. Autrement dit, l'art est bien une construction humaine, tandis que la science est bien la nature en tant que telle. Je ne souscris pas à cette vision. Je crois qu'elle est incorrecte. Bien sûr, les planètes continueront à tourner autour du Soleil, même après la fin de la civilisation humaine, qui, hélas, est certainement proche d'ailleurs, si l'on extrapole, à partir de notre comportement absolument scandaleux et absolument terrifiant quant à la capacité avec laquelle, en quelques décennies, nous mettons fin à des milliards d'années d'évolution subtile. Mais c'est un autre problème et une autre question. Donc, j'en reviens au point qui nous intéresse. Oui, bien sûr, les planètes tourneront autour du Soleil, même quand l'homme aura disparu. Mais ce n'est pas ça la question. La question est, notre manière de décrire le mouvement, lui, perdurera-t-il? Et ça, ce n'est pas évident. Parce que la science, ce n'est pas le mouvement des planètes. Le mouvement des planètes existe même dans des mondes non scientifiques. Elle existe même pour les insectes. La science, c'est une description du mouvement des planètes. Autrement dit, la question est, cette description, elle, est-elle éternelle? Ce qui revient à demander, sommes-nous dans une invention, sous contrainte, ou dans une découverte? La question n'est pas tranchée, mais je pencherai quand même pour une création sous contrainte. Qui croit vraiment que quand je lâche un stylo, quelqu'un ou quelque chose en ce moment résout des équations différentielles non linéaires dans la métrique de Schwarzschild générée par la Terre, ce que suggère la relativité générale d'Einstein? Je crois, mais c'est un pari, qu'il s'agit davantage d'une projection humaine sur le réel que d'un dévoilement de l'en-soi du monde. Par conséquent, en tant que construction humaine, aux prises avec le réel, elle est mortelle, comme l'humanité. Mais pire encore, elle est peut-être plus mortelle que l'art, par exemple. Les chefs-d'œuvre sont éternels. Les propositions scientifiques ne le sont pas. Et je parierais, sans prendre de risque, qu'avant même la fin de l'humanité, nous aurons bien sûr de nouvelles manières de décrire le mouvement des planètes, et que par conséquent notre paradigme contemporain aura été remplacé par une nouvelle manière de voir. Je crois qu'il y a une faute catégorielle qui est parfois commise et qui consiste à dire la science est du côté des faits, tandis que les autres rapports au réel, le spiritualisme par exemple, ou ce que certains appellent en le dénigrant, le relativisme, nient les faits, comme si la science était du côté de la chute des corps et que le relativisme était du côté des faits et des esprits volants. Mais pas du tout. Chacun sait que les corps tombent. Même les hommes et femmes choisissant un rapport non scientifique au réel ne nient pas la chute des corps et ne nient pas qu'en tombant du 10e étage d'un immeuble, ils vont mourir. Ce qu'ils nient, c'est la manière scientifique de rendre compte de cette chute. Ça n'a rien à voir. Alors bien sûr, la question ou l'interrogation à laquelle nous faisons face, signifie-t-elle que la science, finalement, ne révèle rien de particulier? Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'elle est une méthode extrêmement efficace d'affrontement de la nature. Elle fonctionne par révolution. Et ces révolutions sont extrêmement fécondes pour penser le rapport à la vérité. Chez Newton, la Terre tourne autour du Soleil parce qu'une force gravitationnelle attire la Terre vers le Soleil et lui impose cette trajectoire elliptique. Au contraire, chez Einstein, la Terre avance en ligne droite, sans force, dans l'espace
courbés par la présence du Soleil. C'est une révolution radicale. Le monde n'est plus décrit dans les mêmes termes. Et cela nous amène, je crois, à une réflexion essentielle. Alors, ce que je suis en train de dire là fait écho, par exemple, à l'épistémologie de Thomas Kuhn, un grand philosophe américain. Quelle est cette remarque? Si l'on suppose que la vérité existe, ce qui déjà ne va pas de soi, peut-on considérer que la science s'approche de la vérité? Rien n'est moins sûr. En termes techniques, oui, bien sûr. En termes de capacité de décrire l'orbite d'une étoile ou d'une planète, oui, bien sûr. Chacun de nos nouveaux modèles est plus précis que le précédent, et du point de vue de la courbe expérimentale, les points théoriques s'approchent de plus en plus de la courbe expérimentale. Donc en termes heuristiques, oui, nous nous approchons de la vérité. Mais en termes ontologiques, c'est-à-dire liés à l'être en tant qu'être, en termes fondamentaux, je ne crois pas que nous nous approchions de la vérité, pour la raison simple que j'évoquais. La science fonctionne par révolution. Chaque nouveau paradigme, je viens de donner l'exemple d'Einstein par rapport à Newton, est comme infiniment loin du précédent. Dans les termes de Kuhn, incommensurable avec le précédent. Comment donc considérer qu'on s'approche de la vérité alors que chaque révolution est infiniment distante de celle qui la précédait et infiniment distante de celle qui la suivra? J'irais jusqu'à dire que si la vérité, avec un grand V, existe, et rien ne me paraît moins certain, si donc la vérité existe, la science en serait comme toujours infiniment éloignée. Ce qui ne signifie pas, bien au contraire, qu'elle dit n'importe quoi, mais ce qui nous invite à une certaine prudence quant à nos velléités, dirais-je, totalisatrices. Bien sûr, on peut, et je m'en fais l'avocat, renoncer, enfin, je m'en fais l'avocat de cette possibilité, non pas en acte bien sûr, mais en droit. On peut donc, disais-je, renoncer à un rapport scientifique au réel. Mais il faut alors être conscient de ce qu'on perd. Et je crois que ce qu'on perd est immense. Parce que le réchauffement climatique, la transformation des espèces, la souffrance des animaux, sont autant de résultats scientifiques qui certes sont toujours soumis et sujets à possible déconstruction, mais qui aujourd'hui sont tellement bien établis dans le cadre de ce qui a du sens. Après tout, qu'importe l'avenir, ce qui compte, c'est l'instant du réel dans lequel nous nous trouvons, que ceux qui, au motif de raisons idéologiques souvent, renoncent à toute forme de scientifisation du réel, perdent en réalité, ou atrophient en réalité, le monde de façon considérable. La science ne dit pas n'importe quoi. Et il me semble que récuser le mode scientifique d'affrontement du réel, c'est opérer quelque chose d'assez dramatique, en ceci qu'il s'agirait de ce que je nommerais une re-narcissisation du réel. Pourquoi? Parce que les modes, disons, spiritualistes par exemple, sont tout à fait respectables, évidemment, mais les neurosciences le montrent, ils constituent, me semble-t-il, en grande partie le reflet de nos angoisses, de nos fantasmes, de nos attentes, de nos inquiétudes. Ce qui ne signifie absolument pas qu'ils doivent être abandonnés ou qu'ils doivent être méprisés. Bien au contraire, bien au contraire. Ce sont des modes de production de l'esprit qui me semblent parfaitement louables et légitimes. Mais ils perdent, me semble-t-il, quelque chose de l'altérité, de l'hors-soi du réel qui se montre à nous dans le geste de nature scientifique. C'est ce que j'appelle la dénarcissisation ou désanthropocentrisation. Ce qu'on découvre avec la science, c'est que le monde n'est pas que le reflet de nos fantasmes. C'est que quelque chose autour de nous, hors de nous, parfois ne correspond pas à nos attentes. C'est une leçon d'humilité. Ne renonçons pas à cette humilité. Nous sommes presque aveugles
Voilà ce que nous apprend la physique, par exemple. Nos yeux ne sont sensibles qu'à une part dérisoire des ondes électromagnétiques, de la lumière, si vous voulez. L'immense majorité de la lumière est invisible pour nous. Si on scrute le ciel avec des yeux sensibles aux ondes radio, aux micro-ondes, aux infrarouges, aux ultraviolets, aux rayons X, aux rayons gamma, on voit un tout autre univers, tout aussi réel que celui dont nous sommes familiers. Il y a peu, nous avons enfin détecté de façon immédiate dans un interféromètre les ondes gravitationnelles. Ces ondes gravitationnelles vont ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers qui, à n'en pas douter, va révéler d'autres aspects du réel. Je crois que c'est ça le cœur de la démarche scientifique dont il ne faut pas se priver. Voir dans notre environnement autre chose que ce que nous décidons d'y instiller. Ce qui ne signifie pas, bien évidemment, qu'il faille réduire l'ensemble du réel à ce mode d'appréhension scientifique. Mon ami, le génial Carlo Rovelli, physicien, inventeur d'une des meilleures théories de gravitation quantique, dit « La science, c'est un peu d'air frais qui entre dans la maison. » Je crois qu'il a raison. Carlo et moi-même sommes des grands amateurs d'art. Nous adorons fréquenter les musées et les expositions. Il ne s'agit certainement pas de dénier ces créations humaines extraordinaires et peut-être même vitales. Mais il est vrai que l'art, c'est l'homme qui se contemple en tant qu'homme et qui se gargarise narcissiquement de sa génialité. Dans la science, il y a quelque chose de l'imprévu. Voilà. Nous avons construit un grand accélérateur, nous espérions voir des particules supersymétriques et nous n'avons rien vu. Quelque chose nous surprend. Mais bien sûr, cet air frais qui entre dans la maison dont nous parle Carlo, quel est-il ? Est-ce une chaîne référentielle qui fait écho à une promenade d'enfance ? Est-ce une myriade de molécules comme la verrait le chimiste ? Est-ce une fonction d'onde quantique comme la verrait le physicien des particules ? C'est un peu tout cela à la fois, et cet air frais ne se réduit pas à sa nature physico-mathématique. Je crois que la science a conscience, ou devrait avoir conscience, de ses limites. Et c'est en cela qu'elle peut tenter de jouer avec une forme d'illimité. À ce titre, il est intéressant de s'appesantir quelques instants sur la théorie des cordes. Non pas donc sur la science bien établie, celle de Newton ou d'Einstein, mais sur la science en train de se faire, sur la recherche, sur ce dont nous ne sommes pas sûrs. Enfin, nous ne sommes jamais sûrs de rien en physique, mais ce dont nous sommes encore moins sûrs, disons, sur donc les modèles spéculatifs. Peu importe le détail de la théorie des cordes, c'est une tentative de description unifiée de l'ensemble des particules et des interactions. Ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est qu'elle utilise de nouvelles méthodes. Elle tente, parfois, de se fier à l'outil mathématique, au langage mathématique, peut-être au monde mathématique, plus encore que d'autres pans de la physique théorique. Toutes les prédictions qu'elle a produites jusqu'à maintenant sont dans une certaine mesure falsifiées. Le monde doit avoir 10 dimensions, il doit exister une nouvelle symétrie, il doit y avoir une constante cosmologique négative, il doit y avoir des non-gaussianités dans le fond diffus cosmologique. Peu importe le sens précis de ce que je viens d'évoquer. Ce sont des prédictions essentiellement infirmées par les observations, vis-à-vis desquelles les théoriciens des cordes ont pourtant trouvé des échappatoires. Certains parlent alors de physique postmoderne, comme pour dénigrer la théorie des cordes. Je crois, je me fais l'apôtre en tout cas, d'une certaine forme de diversité. Il serait sans doute regrettable que toute la science se fasse comme la théorie des cordes, qui est très spéculative, très avant-gardiste dans sa manière de penser la légitimité d'une proposition scientifique. Mais je crois qu'il serait aussi très regrettable que nous nous interdisions a priori d'explorer cette voie. Toute tentative de définition judicative a priori me semble échouer. Nous le voyons, la science d'aujourd'hui n'est pas celle de Galilée. Elle a redéfini ses règles. Et je crois que cet édifice, qui est lui-même un peu baroque, et baroque est tout sauf une insulte dans ma bouche, est ce avec quoi il faut composer. Et il ne faut certainement pas tenter de le rendre encore et toujours plus classique. Classique, je
Je pense à la dichotomie de Wölfflin, hein, par exemple, cette articulation entre période baroque et période classique. La science a quelque chose du baroque et il ne faut pas en avoir peur dans ces temps que nous traversons aujourd'hui, politique de la peur. Ayez peur et nous nous occuperons du reste, nous disent nos dirigeants. N'ayons pas peur en politique et n'ayons pas peur non plus dans le domaine scientifique. J'ai parfois l'intuition, et je vais conclure sur ce point, et cette intuition, je ne peux pas la prouver, que nous n'avons étudié qu'une part infime des chemins possibles au sein même du geste scientifique. En physique, par exemple, dans mon domaine, je vois que les théories élaborées, et vous savez, l'élaboration d'une théorie est tout sauf linéaire. On procède par rebroussement, par approximation, par non-dit, on néglige certaines imperfections, non pas parce qu'on travaille mal, mais parce qu'il faut le faire. On oublie certaines données qui se réinvitent ensuite dans le paradigme, on coupe. C'est une construction complexe, on va de l'avant, de l'arrière, presque rhizomatique, comme le dirait Deleuze. Donc, au sein de cette élaboration, il me semble qu'un nombre infime de possibilités a été jusqu'alors sondé. J'ai parfois le sentiment, peut-être faux, que beaucoup d'autres postures pourraient avoir du sens si elles étaient suffisamment étudiées. Je ne suis pas en train de dire que tout se vaut. Je ne suis pas en train de dire que tout est vrai. Évidemment non. L'expérience nous guide, la cohérence mathématique nous enclôt. Mais rien n'indique non plus, me semble-t-il, qu'il faille absolument s'attacher à la créance presque incantatoire en une théorie unique. Il ne me semble pas absolument impossible que diverses théories différentes et même éventuellement non équivalentes décrivent simultanément le même réel. J'aime à penser que le geste scientifique, c'est une tentative, parfois désespérée, de scruter dans notre environnement autre chose que nos désirs. C'est donc avant tout un geste d'humilité. Mais ce geste d'humilité n'est possible que via une certaine arrogance, qui est celle de la construction que nous opérons et qui n'est pas la seule possible. Et je crois qu'au cœur même des sciences de la nature, peut-être, serait-il intéressant aujourd'hui de tenter de faire face à une certaine diversité.